Hey les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la nouvelle playlist Programme Spatiaux Secrets et Alliance Extraterrestre tome 1 sur le chapitre 1 de ce livre. Donc tout simplement en fait, il y aura deux playlists qui sont sûres et du coup il y aura la playlist sur le tome 1 et la deuxième playlist sur le tome 2 et chaque vidéo va résumer en fait chaque chapitre en fait, voilà. Donc, par exemple, pour cette playlist, donc du tome 1, c'est tiré directement de ce livre, Programme Spatiaux Secrets et Alliance Extraterrestre. Et bah, je vous résume le chapitre 1 de ce livre. Le chapitre 1 de ce livre, qui est juste tout simplement le vaisseau spatial secret à antigravitation, une façade pour le vrai programme spatial secret. Voilà, ça c'est le titre du chapitre 1. Donc, directement tiré. D'ailleurs, en même temps, je tiens à vous préciser que ce livre-là, qui est justement publié aux éditions Ariane, je suis en train de le transcrire. Donc vous imaginez... attends, il fait combien de pages lui? Il fait... Allez, 390 pages à peu près. Voilà. Il fait à peu près 300... Attends, non même pas. Il fait plus de 400 pages, voilà. Il fait plus de 400 pages. Et les plus de 400 pages, je vous les transcris en format PDF. Donc c'est-à-dire que... Voilà, tout ce livre, je vous le mets à disposition. Toujours, bien sûr, on reste dans la philosophie. Gratuitement sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre, tout sera dans son originalité. Les mots seront pareils, etc. Vous aurez même les images. Et tout ça, gratuitement. C'est pas merveilleux? Voilà, je vous fais toute la transcription. Ça me prendra des mois, mais je m'en fous. J'ai le temps pour ça. Voilà. Donc voilà un peu, ça, c'est pour la playlist. Et je vous résume le chapitre 1. De ce livre, tout simplement. Alors, chapitre 1, c'est les vaisseaux spatiaux anti-gravitation. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Ils disent tout simplement, ils disent, alors pour vous faire un sommaire, ils disent que Ronald Reagan a aimé des trucs. On va parler aussi du programme spatial Military Black Ops. On va parler des navettes, comment elles sont faites, l'antigravitation, tout ça. On va parler des avions à propulsion hybride. On va parler du programme Aurora. On va parler du TR-3B. Et on va parler aussi... on va parler de la MFD. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est l'issue de ce sommaire-là. Donc j'ai pris beaucoup de notes, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pris énormément de notes. Ça m'a pris 3 pages, mais je m'en fous. Hein. Alors... Pour résumer, parce que je vous mettrai tout dans un lien, alors bien sûr, je vous mettrai par vidéo, donc pour le chapitre 1, vous aurez que le chapitre 1, pour le chapitre 2, que le chapitre 2, et dans un lien que je ne sais pas encore sur quel site je vais le mettre, je vous mettrai tout le livre, en fait, transcrit, dans son originalité, et en format PDF, voilà. Donc je m'amuse à ça, et c'est pas mal. Tout ça pour que vous ayez la connaissance, voilà. Alors, résumé. Ils ont parlé de Ronald Reagan. Alors, je fais tout dans l'ordre, hein, comme ça, c'est bien. Ils ont parlé de Ronald Reagan, donc, qui était un président des États-Unis. Parce qu'en fait, il a déclaré un bonjour. Alors, je sais plus, c'était dans les années 1970. Il l'a fait dans... attends, hop, introduction, on s'en fout. Il l'a fait dans les années... le 11 juin 1985, voilà. Donc le 11 juin 1985, Ronald Reagan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça: maintenant, avec la capacité et les besoins matériaux qu'on a, on peut transporter et loger 300 astronautes dans l'espace, entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'à cette année-là, tu vois, on n'était même pas à la conception de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. On avait juste la station Mir des Russes où il y avait quelques astronautes, c'est-à-dire pas plus de 3, qui étaient permanents dans l'espace, et encore. Et il arrive et il nous dit comme ça, voilà, on peut transporter et loger 300 astronautes dans l'espace, calmement et sereinement, il te dit ça. Dans une mention qu'il a fait le 11 juin 1985. Dans son petit journal. Donc c'est-à-dire que avec ça, il nous dit quoi, Ronald Reagan? Il nous dit, dans les décennies à venir, vous aurez des programmes qui sont super performants,
qui ont de la capacité de stockage et de la capacité de fret tellement énorme que du coup, on va aller au-delà de ce que la NASA propose. Et en fait, on sait très bien qu'à cette époque-là, qu'il y avait juste 11 astronautes, qu'on peut loger dans la navette spatiale que moins de 10 astronautes, en permanence, je parle. Et en plus de ça, on sait très bien que dans l'ISS, il y a moins de 10 personnes qui y logent pendant plus d'une année. Donc, quand il nous dit transporter et loger 300 astronautes, en fait, il parle du programme spatial secret. Exactement. Il parle de ça, du programme spatial secret. Parce qu'il faut comprendre que dans les navettes, sachant que 11 astronautes pour une navette, et 6 astronautes permanents pour l'ISS. Donc, en soi, il n'y a vraiment aucune logique, sauf si c'est un programme spatial secret. Voilà, et c'est un programme spatial secret. Donc, Ronald Reagan, le 11 juin 1985, dans son journal, il parlait publiquement, c'est un truc public, hein, il parlait publiquement, en fait, d'un programme spatial secret que la CIA avait mis au jour, et avait mis au point. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire. Donc ensuite, on va toujours sur la suite, la continuité du chapitre. On en parle aussi de la possibilité avec le programme spatial Military Black Ops. Donc en gros, c'est les militaires clandestins qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas... Voilà, c'est des choses qui se font secrètement. Et du coup, ce programme spatial, il est appuyé par l'initiative de défense stratégique qui, lui, permet de prendre 300 personnes avec cargaison. Donc, c'est-à-dire que dans la navette, tu peux mettre 300 personnes et en plus de ça, tu peux mettre de la nourriture, du matos, de l'acier, des voitures, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Et si tu prends pas de cargaison ou pas de fret, eh ben, tu peux stocker 600 personnes. Tu te rends compte, toi? 600 personnes. Et ça, c'est le programme spatial secret Military Black Ops, qui est directement lié et propulsé, si on peut se dire, par le gouvernement américain. Donc c'est te dire. C'est te dire à quel point il nous cache des choses. Et tout ça, c'est révélé dans le chapitre 1. Alors aussi, mine de rien, on va parler des navettes. Parce que, bon, on se dit, ok, ils peuvent transporter 300 personnes comme ça, dans l'espace. Ouh, salut, on y est là sur l'orbite. Parce que, mine de rien, ils ne dépassent pas l'exosphère. Hein, ils restent dans la... Ils restent, bon, juste un peu au-dessus de la strato, dans la thermosphère, mais c'est tout. Quoi. Ils disent dans l'espace, mais là, on est encore dans l'atmosphère à cette époque-là. On n'est pas dans l'espace. C'est après que ça va venir. C'est juste après. Parce que comme revoyez l'émission Divulgation et Vérité, l'atmosphère, vous comprendrez pourquoi. Et du coup, il faut parler des navettes aussi, pour savoir comment elles auraient été conçues. Donc du coup, en fait, ils nous disent dans la navette, dans les programmes spatiaux secrets, il y a une navette qui est conçue avec technologie de suppression électrostatique, électromagnétique de la gravité. Donc en gros, ils nous disent quoi? Ils nous disent que les navettes qu'ils ont pour transporter 300 personnes, eh ben, ils utilisent la technologie antigravité. Et nous, on est là comme des cons, à être toujours au charbon, ou à nous faire des voitures à combustion au pétrole. Tu te rends compte un peu? Ouais. Donc du coup, voilà. Ils nous disent tout calmement, on va mettre des gens en orbite, préférence, hein. Et puis on va y mettre tout ça avec une petite navette anti-gravitation. Voilà. Donc du coup, en fait, pour revenir sur tout ça, la technologie, alors on sait très bien d'où ça vient, mais il détaille bien quand même là-dedans. Il détaille très très bien. Donc en fait, on pourrait en soi tous le développer. Et on pourrait dire, voilà, on se met on prend quelqu'un qui est sûr, qui est solide et qui est indépendant,
et qui va résister à toute agression pour développer le projet. Parce que malheureusement aujourd'hui c'est foutu. Aujourd'hui c'est secret. Mais ça va pas s'attarder à se révéler, ça va pas tarder. Et du coup en fait, ça vient de l'effet Biffid-Brown. Ça veut dire quoi? L'effet Biffid-Brown, c'est la matière est liée à la gravitation et l'électricité. Donc en fait, c'est tout simplement la théorie de l'énergie du vide, entre guillemets. Parce que on est tous d'accord pour dire que le vide est un pur concentré d'énergie et de vibration, parce que du coup l'énergie est vibration. Et on l'a déjà dit d'ailleurs dans une vidéo, si tu prends juste un dé à coudre, je te parle pas d'une bouteille, je te parle d'un dé à coudre. De cette même énergie, tu pourrais alimenter pendant 3 siècles la planète en énergie électrique. Donc c'est te dire à quel point elle est puissante. À quel point elle est puissante et gratuite surtout. Ça c'est très bien. Donc du coup, c'est ce qui nous explique en fait l'effet Biffid-Brown. Il nous dit voilà, on prend l'énergie du vide. Voilà. Et c'est un brevet. Alors si tu cherches dans les classifications de brevets, c'est marqué le brevet de Brown en fait. Voilà. Et du coup, si tu veux rechercher le nom du brevet c'est une méthode et un appareil ou une machine pour produire une force ou un mouvement. Voilà. Donc tu recherches sur internet, tu l'auras, tu as les plans, etc. Donc en fait, c'est quoi l'effet Biffid-Brown? C'est contrôle de la gravitation et en dériver une énergie et pour produire une force ou un mouvement linéaire. C'est une méthode fondamentalement électrique. Donc en fait, à travers ce qu'il dit, il dit tout simplement, on va contrôler la gravitation tout en lui donnant une force linéaire. Donc là, quand on dit une force linéaire, c'est un cercle. Et en plus de ça, ils disent comme ça va faire de l'énergie qui n'est pas polluante. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Vous aurez le schéma juste après. Alors, pour explication, il nous dit comme ça. Ce serait comme de voir une pile ordinaire pousser vers l'avant lorsque la charge électrostatique qu'elle renferme devient suffisamment grande. Donc en fait, ça décrit, mais alors, à l'excellence, le vide. Et du coup, en fait, pour tout ça, pour vraiment crédibiliser tout ça, il y a un docteur qui s'appelle Paul Laviolette, et qui, en fait, il explique la pertinence de la poussée puissante découverte par Brown. Et du coup, après, qu'est-ce qu'il fait? Le gars, il arrive, et il dit, je pose un brevet pour les soucoupes volantes. En 1957! Donc là, on est bien avant les années 80. On est tout simplement une décennie après la Seconde Guerre mondiale. Il pose un brevet pour la fabrication d'une soucoupe volante. Voilà. Juste ça. Alors après, il nous parle aussi dans le chapitre, il nous parle de l'avion à propulsion hybride classique et électrogravitationnel. Donc en fait, c'est quoi? C'est un avion à propulsion. Donc c'est un avion normal, hein, tu sais, qui a de l'essence, il y va. Sauf que il est hybride. C'est-à-dire qu'il a 2 énergies pour une poussée. Donc il pousse avec sa propulsion, donc du kérosène. Et pour économiser, pour être moins polluant, il a un petit moteur antigravitationnel. Alors, c'est le bombardier B2 Spirit. En gros, c'est le genre d'avion que vous voyez généralement qui ressemble à un hibou. C'est que ça fait un triangle vers l'avant, et puis derrière, tu as plein de petits, on va dire, plein de petits post-it. Tu vois, je te mets une image hein, juste là, et tu verras en fait que tu l'as déjà vu. Sur des photos, bien sûr, pas en vrai. Hein. Hormis si t'es militaire. Et du coup, ça fait que ce bombardier B de Spirit,
Et bah, la technologie hybride a été confirmée en 1992. Donc en fait, en 92, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit tout simplement, voilà, cet avion-là, il utilise le kérosène, mais pour être plus léger et pour être indétectable au radar, on utilise l'antigravitationnel. Voilà, c'est ça qu'ils disent en 92. Donc c'est vous dire à quel point ils sont dans cette recherche-là. Après, le B2 est capable de fonctionner comme un avion à antigravitation. Donc c'est-à-dire que là, on dit pour cet avion que tout simplement, la propulsion n'est qu'une illusion. En soi, s'il enlève la propulsion, il pourrait voler qu'avec la technologie antigravitationnelle. Puisque, comme vous le savez, l'antigravitation annule complètement la masse qu'il y a de l'avion, de sa proximité à l'avion, et des personnes ou le matos qui est dans l'avion. Voilà. Ça veut dire ça. Donc en soi, il pourrait fonctionner juste comme ça. Mais du coup, pour éviter d'être trop révélateur ou de casser le programme, du coup, ils mettent un truc illusionnaire qui s'appelle la propulsion. Donc en gros, le kérosène. Ensuite, bon du coup, vous êtes là-dessus, vous vous rendez bien compte qu'en fait, cet avion, il reprend les travaux de Brown, l'effet Bifid-Brown. Et du coup, le revêtement, alors comment il est composé? Le revêtement du B2, Spirit, est composé de céramique diélectrique à K élevé de haute densité. Donc en gros, si vous voulez, pour vous résumer, c'est un composant qui permet d'avoir un champ magnétique à lui tout seul. Donc là, on parle d'un composant qui peut émettre et recevoir de l'énergie magnétique de la planète, et qui en plus de ça, peut absorber de l'énergie à haute densité. Donc c'est-à-dire que c'est de l'énergie qui est plus subtile que le physique. On parle de l'éthérique, on parle de l'astral, on parle de ces choses-là, bien sûr. Voilà. Donc il nous explique ça, en fait. Ça, c'est le matériau. C'est juste le matériel composé de l'avion. Du coup, comme je vous l'ai dit, ça allège la masse de l'avion. Parce qu'en fait, quand ils utilisent la propulsion, du coup, il y a quand même le kérosène. Mais ils le font à moitié. Donc du coup, ça allège un petit peu, ça annule pas la masse complètement. Et du coup, ça fait que c'est des avions, on est d'accord, qui peuvent aller à plus de Mach 2. Sachant que Mach 2, c'est 2000 km/h. Voilà. Donc, et du coup, en fait, pour citer un autre avion, le JSF F-35, vous savez l'avion de chasse, là, le Fight 35. C'est un avion de chasse très connu, c'est américain. Il fait concurrence au... Comment ils appellent en France, il y a c'est Dassault, mais c'est... il a un autre... Ah merde, je me rappelle plus. Il fait concurrence à notre avion là, d'un dernier cri... je sais plus comment il s'appelle. Le Rafale, voilà, merci. Il fait concurrence au Rafale, en fait, le F-35. Et du coup, en fait, ce même avion, le F-35, il utilisait cette technologie. Voilà. Donc c'est vous dire à quel point ils veulent que l'armée des États-Unis soit l'armée numéro 1. Ils font tout pour ça. En fait. Donc voilà pour l'avion en propulsion. Après, ils nous expliquent aussi le programme Aurora. En fait, ils nous disent comment ça s'est passé, comment ça s'est développé, et surtout comment après ils ont fait une production. Alors en fait, c'est tout simple. Le programme Aurora, donc là c'est en fait, je fais beaucoup de citations des livres, hein, dans le livre, pour justement avoir les mots justes. C'est un avion, le programme Aurora, un avion voulant dépasser 103 km d'altitude. Donc, 103 km d'altitude, on peut dire, oh là là, c'est haut 103 km. Mais en vrai, 103 km, c'est juste un pouce en avant. Et du coup, en fait, ce serait, si je ne me trompe pas, ce serait aller dans la stratosphère.
Voilà, donc c'est juste à côté. Autant vous dire que quand vous avez vu l'émission avec les dessins, c'est juste à côté. Parce qu'il y a des ballons stratosphériques. Donc du coup, en fait, le programme Aurora, c'était de faire un avion qui dépasse cette altitude-là. Donc du coup, là est né le Blackbird SR-71. Donc vous savez, c'est le fameux avion là tout noir avec deux gros moteurs à l'arrière comme pas possible. Donc ça fait... là, je vais vous mettre une photo d'ailleurs de ce Blackbird. Et du coup, ça, bon, ça date un peu, mais ça, c'est le projet Aurora. Qui était, alors cet avion-là, le Blackbird SR-71, il a été construit par Lockheed Martin. Donc là, une compagnie aérienne très connue, très très connue, qui est au même titre que Boeing et tout ça. Et du coup, en fait, il a été actif de 1964 à 1998. Donc autant vous dire pas mal de temps. Sa vitesse était de Mach 3,5. Donc Mach 3, ça veut dire 3000 km/h environ. Et 3,5, c'est pour dire environ 3600 km en une heure. Voilà. Et il pouvait aller jusqu'à 26,8 km d'altitude. Bon. En soi, c'est quand même assez haut. Mais pour eux, pour le programme Aurora, c'était pas assez haut. Il fallait un truc qui dépassait. Voilà. Donc du coup, en fait, le programme Aurora, ils l'ont construit à la zone 51. Donc ce qu'on appelle on appelle ça le Groom Lake, il me semble. Mais c'est la base de Groom Lake, voilà. Ils appellent ça la base de Groom Lake, la zone 51. Et du coup, ça fait que pour le projet Aurora, donc là, pour le Blackbird, je vous ai expliqué le SR-71 là. Mais en fait, le programme Aurora, il a repris tous les projets de ce Blackbird. Parce qu'en fait, ils ont pris le budget, donc toujours l'illusion, hein, on dit quelque chose, mais en fait, c'est pour autre chose. Donc en fait, ils ont dit au Congrès américain, voilà, on voudrait débloquer du budget pour avoir un Blackbird plus puissant, on voudrait le mettre en production masse, etc. etc. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était juste pour refiler de l'argent à la zone 51 pour leur dire, vous pouvez aller faire encore un autre projet plus puissant que le Blackbird. Et donc du coup, comme ça, ils ont débloqué 455 millions de dollars. Juste pour la production. Donc là, on ne parle même pas de recherche technologique, on parle de production du programme. C'est complètement différent. Et du coup, je cite le livre. On a commencé à parler du programme Aurora dans l'industrie aéronautique en mars 1990. Et du coup, le projet Aurora remplace le Blackbird SR-71 par SR-75 qui, lui, va à la vitesse de 5000 km/h, donc Mach 5. Et le vaisseau mère, le SR-74, voyageant à Mach 18, donc là on parle d'environ 18 000 km/h, ou plus, dans l'espace. Donc on est toujours dans le entre guillemets espace, en fait on est dans l'atmosphère. Pour livrer des satellites. Donc le SR-74, lancé du vaisseau mère SR-75, est lancé à minimum 30 480 mètres d'altitude pour ensuite aller à 243 840 mètres d'altitude, voire plus. Donc là, on va très haut, avec juste un petit avion. Je continue la citation. Ils utilisent les superstatoréacteurs qui peuvent aller de Mach 12, donc environ 14 000 km/h, à Mach 24, donc environ 25 000 km/h. Le SR-74 et le SR-75 font partie du programme Aurora et tous deux utilisent l'antigravitation. Voilà. Donc c'est des programmes qui ont été conçus dans les années 80 et qui sont toujours opérationnels. Et du coup,
ça vous laisse deviner un peu l'ampleur et l'illusion un peu de ces programmes secrets. Donc du coup, ça fait que, pour revenir à Ronald Reagan, eh ben, c'est loger et transporter 300 astronautes avec ce programme, c'est hyper facile. Même pour livrer des satellites en douce, c'est hyper facile. Vous vous rendez compte? On dit voilà, au lieu d'utiliser une petite fusée pour émettre au public tout le monde, on veut mettre un satellite secret que pour l'armée, bah on prend un petit avion, en 5 minutes, le satellite est en marche, et hop, on peut pirater, et on peut faire des données pour la NSA, comme ça tout le monde est exploité. Voilà. C'est un peu ça le truc. Hein. Donc voilà un peu. Voilà, on va parler toujours du programme Aurora, mais du troisième véhicule, qui est, mais alors, physiquement, rien à voir. Vraiment rien à voir. C'est le TR-3B. Alors j'en ai parlé dans une conférence justement du TR-3B. Là je vais en parler dans celle-ci. Le TR-3B, c'était le projet le plus secret au monde. Donc c'est-à-dire que même le président n'avait pas le droit de savoir où il se passait, ni où il était, ni s'il était en production. Il n'avait pas le droit de savoir, le président. Donc c'est vous dire à quel point c'était secret. Alors, le TR-3B, son nom de code, c'est Astra. Bon, ça on passe. Début et premier vol en 1990. Alors, je vais vous mettre un peu, là tout de suite, le TR-3B en photo. Donc comme vous voyez, c'est un triangle avec des arrondissements sur les angles, avec un rond au milieu que je vais expliquer juste après, et tout fin, parce qu'il fait quelques mètres d'épaisseur, c'est tout. Donc on pourrait dire que c'est une soucoupe volante en forme de triangle. Donc ça c'est la production humaine, on ne parle pas de la production exoterrestre. Donc, toujours à la zone 51, la base de Groom Lake. Donc, premier vol en 90, sachant que pour eux, alors c'est des chiffres que je donne comme ça, mais voilà, c'est tiré du livre encore une fois. Un TR-3B, c'est plus d'1 milliard de dollars. Voilà, donc ça vous laisse un petit peu le truc. Il a été actif en 94, donc en gros quand je suis né. Ensuite, ils ont défini ça comme une plateforme aérospatiale triangulaire à propulsion nucléaire. Bon, ça fait des années, hein, je vous le cache pas. Je vous en ai peut-être parlé ou je sais pas, mais ça fait des années que je disais à tout le monde, si un jour ils font des véhicules à propulsion nucléaire ou à moteur nucléaire, et les stations essence, Total, c'est cuit. Bon là, comme vous le voyez, plateforme aérospatiale triangulaire à propulsion nucléaire, sachant que un atome de nucléaire dure environ quelques centaines d'années, c'est vous dire. C'est vous dire. Alors, je cite dans le livre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les 3 moteurs fusées n'ont qu'à propulser 11% de la masse du TR-3B ultra secret. Les réacteurs seraient construits par Rockwell. Donc en gros, là, on parle d'un vaisseau qui utilise la propulsion antigravitationnelle presque à 100%. Donc c'est-à-dire que là, ils ont déjà en production, on parle actuellement, hein, là on est en l'an 6 de l'ère du Verseau, ils ont déjà activement ces vaisseaux-là. Ils ont déjà exploité et ils le font activement. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent. Et du coup, ça fait que le TR-3B utilise un effet antigravitationnel différent des précédents. C'est-à-dire que les précédents, je vous ai dit, voilà, ils vont mettre du kérosène, ils envoient le kérosène dans l'atmosphère, mais hybridement, donc juste de moitié, l'autre moitié, ils mettent un peu d'électrons
de l'antigravité. Donc du coup, ça fait que, voilà, il y a quand même un petit truc, ça fait léger. Au moins c'est commercial, etc. Que là, on parle d'un vaisseau, un TR-3B, qui n'utilise pas de kérosène. Il est dans pour les technologies antigravité, il est presque à 100% d'utilisation. Parce qu'il trouve toujours l'excuse de mettre une autre matière. Vous connaissez le principe. Mais voilà, il utilise presque à 100% la technologie antigravité. Donc c'est vous dire, donc, je vais vous citer un passage dans le livre. Un accélérateur circulaire en forme d'anneau. Donc là, ce que je vous décris, c'est le moteur. Hein. Le moteur pour faire l'antigravité. Un accélérateur circulaire en forme d'anneau, rempli de plasma et appelé disrupteur du champ magnétique, entoure le compartiment rotatif de l'équipage, ce qui va bien au-delà de toute technologie imaginable. Je continue à citer. Le plasma à base de mercure est pressurisé à 250 000 atmosphères, soit pour exactitude 253 312,5 bars, ce qui est énorme, à une température de 150 Kelvin, donc ce qui fait exactement moins 123,15 degrés Celsius, et accéléré à 50 000 tours, soit un moteur de voiture à pleine balle. Parce que 50 000 tours, pour une voiture, eh ben, ça pète le moteur. Donc c'est-à-dire que le plasma, avec une petite base de mercure, il est hautement pressurisé, avec une température très basse, et qui tourne très vite dans les tours. Autant vous dire que ça rigole pas. Je continue. Est accéléré à 50 000 tours minute pour créer un plasma supraconducteur avec la disruption gravitationnelle qui en résulte. Donc là, en fait, clairement, ils ont donné la recette du moteur à antigravité. Voilà, ils ont donné la recette. Donc, si un jour vous êtes tenté, hein, vous savez quoi faire. Mais enfin voilà, dans ce livre, ils nous donnent la recette de la technologie antigravité. Donc c'est vous dire. Ensuite, ils appellent le résumé que je viens de citer dans le livre, ils appellent ça la technologie MFD. Alors, on connaît la technologie MHD de Jean-Pierre Petit, mais là, il y a la technologie MFD qui est encore plus puissante. Parce qu'elle a réduit la masse, ou le poids, ça dépend comment ils l'appellent, hein, ce qui fait la différence de l'électrogravitation où elle fournit une poussée. Donc, c'est-à-dire, là après je vais citer le livre, mais pour vous expliquer clairement, en gros, ils utilisent la technologie antigravité pour annuler la masse de l'avion, de l'environnement à proximité de l'avion, et des matériaux et des personnes qui sont dedans. C'est-à-dire que peu importe ta masse, peu importe comment tu es, avec ce vaisseau-là, t'as beau peser n'importe quelle masse, ils annulent ta masse sans que tu le sentes. Donc pour toi, t'as l'impression d'être normal, alors qu'en fait, ils annulent tout, et en plus de ça, tu peux faire des vitesses qui d'habitude font déchiqueter le corps humain. Donc c'est-à-dire que là, on parle par exemple de 46 G. Sachant que la limite humaine de G, donc c'est-à-dire de centre gravitationnel, pour que le corps humain supporte, est environ 15 G. Sans quoi, au-dessus, c'est pas supportable. Et là, avec ce vaisseau-là, on fait 46 G sans que le corps se déchiquete.
C'est-à-dire qu'il est toujours intact, t'as rien. Et tu fais 46G. Si ça, c'est pas énorme. Alors, en même temps, je voudrais vous dire, c'est cette technologie que nos amis extraterrestres utilisaient, parce que, bien sûr, depuis le temps, ils en ont développé une autre. Hein, pour eux, ça, c'est obsolète. Mais enfin, ils utilisaient cette technologie couramment. Donc voilà. Bien sûr, aujourd'hui, c'est obsolète. Ils sont encore plus avancés que ça. Hein. Imaginez le contexte. Donc du coup, le MFD, c'est ça, en fait. Donc du coup, je vais vous citer là le petit argument. Le MFD génère un champ de vortex magnétique créant une perturbation du champ gravitationnel terrestre sur la masse à l'intérieur de l'accélérateur circulaire. La masse de l'accélérateur et toute masse se trouvant à l'intérieur, comme la cellule, l'avionique, les systèmes MFD, les combustibles, les systèmes environnementaux de l'équipage et le réacteur nucléaire, donc en gros tout ce qui se trouve dans l'avion et aux alentours de l'avion, et bah tout simplement la masse est réduite de 89%. 89%, la masse est annulée. D'accord ? Et la taille du modèle était d'environ 180 mètres de diamètre. La vitesse du TR-3B et sa furtivité peuvent facilement faire 46G. Comme je vous l'ai expliqué, bien sûr. Donc en fait, là, 46G, t'es intact, t'as aucune secousse, t'as même pas une goutte d'eau qui fait une onde dans le verre, et tout va bien, tu vois l'écran qui défile, parce que là, ça va très vite. Mais il n'y a rien qui se passe chez toi. Tu vois, t'es zen, t'es tranquille, tu peux te mettre sur un relax, c'est la même chose. Et t'es dans l'avion. Je poursuis la citation. Ce rendu a été fait par les forces aériennes belges en mars 90. Mais rappelez-vous que le MFD du TR-3B protège les personnes à bord ainsi que le TR-3B d'un éventuel incident ou défaillance. On peut noter que le premier engin spatial à entamer les programmes spatiaux secrets, PSS, daté de 1930 environ. Donc en gros, c'est Hitler qui a commencé le projet. Donc voilà un peu pour tout ça. Donc là, ils nous disent très clairement qu'en fait, on a un vaisseau spatial qui, une fois monté à bord, tu n'as aucun risque de subir, entre guillemets, la vitesse. Donc c'est-à-dire que d'habitude, tu vois, quand tu es dans une voiture, quand tu prends un virage, par exemple à gauche, t'es un peu projeté vers la droite. On est tous d'accord. Pareil pour le virage à droite, t'es un peu projeté vers la gauche, ce qui est normal. Là, on parle, imagine, tu as un véhicule, tu vas prendre un virage qui est quand même assez prenant, la voiture va tourner, mais toi, tu vas rester dans ton siège pratiquement sans secousse, sans rien. Tu te fais pas déporter vers la droite ou vers la gauche. T'as rien du tout. Comme si c'était en ligne droite. Alors que tu es en train de mettre le virage. Et ça à des vitesses folles. Donc c'est vous dire à quel point ils ont amélioré le truc. Donc voilà un petit peu pour le résumé, les amis, de ce chapitre 20 du PSS et Alliance Secret, tome 1. J'espère qu'il vous a plu. Alors, bien sûr, je vous ferai également les résumés des autres chapitres, une fois lus. Ça, celui-là, c'est le premier que j'ai lu. Je tiens à vous dire aussi que dans cette vidéo, vous avez le lien dans la description où vous avez justement tout en copie PDF, le chapitre 1, transcrit pour vous. Bien sûr, il faut penser à tout le monde, hein, même les sourds malentendants, ils peuvent toujours lire. Voilà, et du coup, tout ça va être intitulé dans la playlist Programme spatial secret et Alliance extraterrestre, tome 1. Voilà. Ben écoutez, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné beaucoup d'informations. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, et vos commentaires sont constructifs.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo pour le chapitre 2 du PSS AE tome 1. Je vous souhaite une bonne journée et soyez naturels, soyez vous. Bye bye les amis!